Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nouvelles batteries à base de sable. Les batteries sont indispensables pour profiter pleinement de sa production d'énergie renouvelable qui, comme on le sait, est intermittente. Pourtant, la pollution et leur efficacité poussent ce secteur à se réinventer constamment. Parmi ces recherches, la première batterie au sable du monde a été mise en service en juillet dernier en Finlande. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Et est-ce une voie viable pour le stockage de l'énergie ? Avant de nous pencher sur la batterie de sable, nous devons d'abord nous intéresser au stockage d'énergie thermique, qui est la technologie à l'origine de cette nouvelle invention. On peut citer les travaux sur les batteries au lithium-soufre et les centrales solaires thermiques. Les batteries chimiques ne sont pas les seules options. Il est par exemple possible de convertir les énergies renouvelables en chaleur et de la stocker à la place. En d'autres termes, vous pourriez avoir une batterie thermique. Mais pourquoi devrions-nous nous soucier du stockage de la chaleur sans carbone ? Le développement d'un plus grand nombre d'unités de stockage thermique permettra de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, ce qui peut également contribuer à réduire l'impact climatique de notre consommation de chaleur. Comment fonctionne cette technologie ? Le stockage de la chaleur sensible est actuellement l'une des solutions de stockage les plus répandues. En gros, il s'agit de chauffer un liquide ou un matériau solide en récoltant l'énergie éolienne ou solaire lorsqu'elle est abondante. Et la façon typique de procéder est de faire passer de l'électricité à travers un élément chauffant en contact avec leur matériau de stockage. Pour évacuer la chaleur, il suffit d'abaisser la température de la batterie en faisant entrer de l'air frais. Le moyen de transfert de chaleur peut être quelque chose d'aussi simple que l'eau ou des composés plus complexes comme des sels fondus utilisés dans les centrales solaires à concentration. L'opérateur du marché de l'énergie australien, AEMO, estime que nous produirons 20% de l'énergie utilisée grâce aux énergies renouvelables d'ici à 2050. Dans cette perspective, la compagnie d'électricité suédoise Vattenfall va bientôt remplir d'eau une tour de 45 mètres de haut à Berlin. Le volume d'eau qui se trouve dans leur réservoir est l'équivalent de 350 000 baignoires. Leurs batteries sont à côté d'une centrale thermique qui dispose d'une réserve d'énergie éolienne pour chauffer l'eau à un peu moins de 100 degrés. Elle devrait être opérationnelle en avril 2023. Ce thermos géant gardera l'eau chaude et pourra la restituer pendant 13 heures. Cela semble prometteur. Récemment, la start-up finlandaise Polar Night Energy a développé un nouveau type de batterie. Il s'agit d'un silo en acier de 7 mètres contenant 100 tonnes de sable de qualité inférieure et un tas de tuyaux. Ils ont affiné leur conception et l'ont mis à l'échelle, faisant équipe avec Vatajankowski, un opérateur de réseau de chauffage urbain. Une batterie plus grande chauffe déjà des maisons, des bureaux et même une piscine municipale, ce qui permet de chauffer 10 000 personnes en tout. Et il pourrait reproduire ce système partout dans le monde où il existe une infrastructure de chauffage urbain comme à New York, Boston, Philadelphie, San Francisco. La plupart des grandes villes américaines en ont une, comme l'affirme Polar Night Energy. Leur dernier modèle de batterie peut stocker jusqu'à 8 MWh d'énergie sous forme de chaleur. Outre les avantages environnementaux, cette solution de stockage permet à la ville de faire des économies. En y regardant de plus près, les températures finlandaises peuvent être presque aussi basses que celles de l'Alaska. Ainsi, pendant la longue saison froide, la forte demande se traduit par des coûts élevés. D'un autre côté, la batterie de sable stockera de l'énergie propre durant l'été quand elle est facilement disponible, puis la redistribuera tout au long de l'hiver lorsqu'il y a peu de soleil. C'est pourquoi utiliser le sable est financièrement pratique. De nos jours, cela aurait un impact significatif sur le budget énergétique. En fait, après un récent conflit de paiement en mai dernier, la Russie a gelé son approvisionnement en gaz vers la Finlande. Vous comprenez aisément leur enthousiasme envers cette technologie. Les gouvernements locaux sont très enthousiastes à cette idée et veulent développer les batteries à sable à une échelle supérieure. Mais comment Polar Night Energy transforme un réservoir rempli de sable en une batterie à chaleur ? Tout en étant connectée au réseau, la batterie reçoit l'excédent de production d'électricité solaire et éolienne pour la charger. Celle-ci est ensuite convertie en chaleur et transférée au sable pour être plus précise. Les énergies renouvelables alimentent une résistance chauffante. Grâce à l'air circulant autour du sable, la résistance se réchauffe via une série de tuyaux. Et bien que cela puisse paraître compliqué, la production de chaleur repose sur le chauffage par résistance. C'est en fait le mode de fonctionnement d'appareils courants comme les grille-pains. Leur réservoir est bien isolé de l'environnement extérieur, ce qui minimise les pertes de chaleur au fil du temps, atteignant des températures allant jusqu'à 600 degrés. Ainsi, leur unité de base peut conserver la chaleur pendant des mois. Lorsque vous avez besoin de récupérer cette énergie, il suffit de faire circuler de l'air frais à travers les tuyaux du sable chaud.
Le résultat final qui sort du système est de l'air chaud qui peut produire de la vapeur plus propre pour les processus industriels, le chauffage, l'eau publique ou les habitations. Il est clair que quelque chose d'aussi simple et sûr que le sable pour stocker de l'énergie verte est un sujet très intéressant. Mais comment se compare-t-elle aux autres technologies de stockage ? La simplicité est l'un des principaux avantages des piles thermiques à base de sable. Comme l'a déclaré le directeur de la start-up, il s'agit en fait d'un silo typique qui peut être construit dans n'importe quel atelier d'acier. Ainsi, ils n'auront pas besoin de construire d'usine lorsqu'ils développeront sa commercialisation. Évidemment, ils ont besoin d'autres composants comme des tuyaux, des pompes, des ventilateurs, des éléments de chauffage. L'équipement est facilement disponible partout, il en va de même pour leur ingrédient clé qui est le sable. C'est un avantage clé par rapport aux batteries chimiques conventionnelles qui dépendent de matériaux difficiles à trouver comme le lithium, le nickel et le cobalt. Bien que Polar Night Energy puisse utiliser n'importe quel type de sable, la start-up priorise le sable recyclé issu de l'industrie de la construction. Cette démarche aide à minimiser les déchets. Et ce n'est pas le seul avantage environnemental. D'autre part, des recherches montrent que les batteries de sable de Polar Night Energy pourraient éviter le rejet d'environ 100 mégatonnes de CO2 dans l'environnement d'ici à 2030. Cela correspond au double de la production de CO2 par an de la ville de New York. Contrairement aux batteries chimiques, il n'y a pas besoin de solution d'électrolyte. D'autant que l'électrolyte se dégrade avec le temps et les batteries au lithium ont une durée de vie d'environ 15 ans au mieux. En revanche, le réservoir de sable conçu par Polar Night Energy peut supporter des chaleurs élevées sans perdre sa capacité de rétention de la chaleur. Et selon l'entreprise, sa durée de vie est estimée à environ 50 ans. Cela est particulièrement raisonnable au vu des matériaux utilisés. Il est également possible d'utiliser la chaleur stockée pour alimenter une turbine à vapeur. Mais cela ajouterait une étape supplémentaire qui viendrait s'ajouter à l'efficacité de l'aller-retour, la réduisant drastiquement de 99 à 25%. On est loin des batteries lithium-ion qui ne subissent qu'une perte d'énergie de 5% lors de leur fonctionnement. Ainsi, plutôt que de la transformer en électricité, il serait plus judicieux d'utiliser la chaleur telle qu'elle, par exemple pour remplacer les chaudières fonctionnant au gaz naturel pour chauffer nos bâtiments. Mais cela n'aurait du sens que dans les villes où l'on dispose des infrastructures de chauffage urbain. En outre, cette solution verte pourrait également décarboniser les processus industriels à forte intensité de chaleur, comme par exemple la fabrication d'acier et de ciment. Mais qu'en est-il du coût ? Alors que le sable est très bon marché, ils auront besoin de beaucoup de tuyaux en acier enterrés à l'intérieur, ce qui peut gonfler les dépenses. Polar Night Energy prévoit un coût d'environ 10 € par kilowattheure une fois que le système atteint une capacité de stockage de 20 gigawattheures. Néanmoins, il y a un hic. La capacité de stockage actuelle n'est que de 8 MWh. Il faudra donc du temps pour que cette technologie soit compétitive. Même si les batteries à sable ne sont pas la panacée pour un monde sans carbone, elles pourraient jouer un rôle clé dans la décarbonisation de nos infrastructures électriques. En effet, nous allons vous faire découvrir cette nouvelle invention qui va renvoyer les éoliennes dans le passé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous d'être déjà abonné à notre chaîne. Sachez qu'en activant la cloche de notification, vous n'allez jamais manquer nos classements de produits high-tech ou nos sujets découvertes comme celui-ci. Mais vous avez déjà eu vent de cela, n'est-ce pas ? Et on parie même que vous êtes plutôt fan de nos tests de produits high-tech. Alors activez tout simplement la cloche de notification et vous serez prévu dès que nous publierons notre prochaine vidéo. Allez, zoom maintenant sur notre sujet du jour. Le vent est l'une des meilleures sources d'énergie utilisées par l'homme depuis la nuit des temps. Il est partout, il est gratuit et c'est une énergie renouvelable. Donc, dès l'an 620, les Perses utilisent l'ancêtre de l'éolienne, le moulin à vent, principalement pour l'irrigation. À cette époque, ce qu'on appelle moulin à vent est en réalité une éolienne qui présente un axe vertical. Et il faudra attendre plus de 550 ans pour retrouver le moulin à vent en France. À cette époque, les Français utilisaient notamment le moulin à eau qu'ils trouvaient plus robuste. C'est en 1888 que pour la première fois l'éolienne comme on la connaît généralement aujourd'hui fait son apparition. Grâce à l'inventeur américain Charles Francis Brush et ses recherches sur la dynamo à courant continu, la première éolienne produisant de l'électricité voit le jour. Et on s'attend à votre prochaine question, qu'est-ce qu'une éolienne et comment elle fonctionne exactement ? Pas de panique, on voit ça tout de suite. Pour faire simple, il existe deux types d'éoliennes. D'abord, l'aérogénérateur. Elle se charge de transformer l'énergie produite par le vent, l'énergie cinétique, en électricité. Ensuite, on a l'éolienne de pompage qui se charge essentiellement de pomper de l'eau. Contrairement au moulin à vent, l'éolienne possède un axe horizontal. Grâce à ses pales en fibre de verre ou en carbone, elle reste perpendiculaire au vent. L'éolienne classique se compose d'un mât qui aide à soutenir toute la structure.
On retrouve ensuite la nacelle qui abrite la turbine et qui se situe tout en haut du mât. C'est en effet là qu'on retrouve tous les composants électriques et électroniques de l'éolienne. Et finalement, nous avons le rotor qui est le petit nez à l'avant de l'éolienne. Il soutient les pales et les relie à la turbine. Bien qu'ayant plusieurs avantages, l'éolienne s'accompagne aussi d'inconvénients majeurs. Nul ne peut le nier, l'éolienne est non polluante et tourne à l'énergie naturelle et durable. Et surtout, à moins d'être confronté à une énorme catastrophe naturelle, on a la garantie que le vent soufflera toujours. En parlant de ça justement, saviez-vous que le vent soufflait beaucoup plus fort en hiver ? C'est parfait par rapport à la consommation d'énergie en saison froide. Comme vous le savez, on consomme plus d'électricité pour se réchauffer en hiver. Et si l'éolienne produit plus d'électricité à cause des vents forts en hiver, tout le monde est gagnant. Et en parlant de gagnant, c'est vous qui profiterez le mieux de cet hiver en étant abonné à notre chaîne. Vous pourrez siroter un café en regardant nos classements qui font le buzz en ce moment. N'oubliez donc pas de vous abonner. Retour aux éoliennes. Alors que reproche-t-on exactement à ce géant vert ? Eh bien, commençons d'abord par les pales, car la plupart des inconvénients se trouvent à ce niveau. Une éolienne classique se compose de 2 ou 3 pales. Il est important de comprendre qu'une pale est soumise à plusieurs pressions. On compte notamment celle de la gravité et celle du vent qui ne la fait non seulement tourner mais aussi pivoter. Soumis à tant de pressions variables, le mât se fragilise avec le temps et se casse. De plus, pour les éoliennes possédant plus de 2 pales, ces dernières sont affectées par le déplacement d'air créé par les autres pales. Cela résulte à une réduction d'efficacité flagrante. Mais ce n'est pas tout. Ces productrices d'énergie verte produisent également des vibrations. La seule façon de réduire ces vibrations est d'augmenter le nombre de pales. Malheureusement, tout a un prix et une pale d'éolienne, c'est tout aussi cher qu'une éolienne. Et si ce problème de vibration n'est pas réglé, il se transforme rapidement en nuisance sonore. Et là où les défenseurs de la faune et de la flore se retrouvent tiraillés, c'est en admettant que cette invention écologique tue pas mal d'oiseaux. Ces derniers sont en effet pris au piège des énormes pales. Cela reste d'autant plus dangereux quand ils traversent un champ éolien. Quelle solution a-t-on donc trouvé pour continuer à produire de l'énergie verte tout en limitant les impacts négatifs des éoliennes ? Eh bien, la réponse se trouve tout simplement dans l'utilisation d'éoliennes sans pales. Fallait y penser. Un des inventeurs de l'éolienne sans pales, David Yanez, a lancé un concept intéressant. Une turbine capable d'exploiter l'énergie des vents sans les grandes pales blanches. Question look, on est loin de faire l'unanimité. Plus communément appelée Skybrator dans les médias, la Vortex Bladeless rappelle non subtilement la force d'un vibromasseur géant. Mais au-delà des apparences, on retrouve quand même une invention révolutionnaire. Ces turbines sans pales que commercialise la société Vortex font seulement 3 mètres de haut. Elles possèdent un cylindre au sommet fixé verticalement par une tige en élastique. En un rapide coup d'œil, il semble que la turbine se balance d'avant en arrière. En réalité, elle est conçue pour faire de la résistance au vent. Elle génère de l'électricité à partir de vibrations créées par cette résistance. De par sa taille déjà, cette turbine peut être installée en zone urbaine, là où les espaces sont réduits. Comme elle peut produire de l'énergie à petite échelle, elle reste une excellente option pour les individuels et les petites entreprises. Poursuivons toujours avec ses caractéristiques physiques. Avec l'absence de pales, il est maintenant possible de minimiser les dégâts causés à la faune. Même si on ne sait pas si les vibrations auront un effet à long terme sur les oiseaux, au moins ils cesseront de s'empaler sur ces éoliennes. Et selon son concepteur, les vibrations en milieu urbain sont à peine perceptibles à l'oreille humaine. Le gros avantage de cette petite invention est que les coûts de maintenance comparés à l'éolienne à pales sont drastiquement réduits. Ainsi, la turbine devient une solution accessible à beaucoup plus de foyers modestes. On imagine ainsi une économie d'énergie optimale avec l'utilisation de panneaux solaires le jour et de ces turbines la nuit. Même si l'invention de ces turbines est ambitieuse, est-ce que son utilisation est envisageable ? En tout cas, Vortex y croit dur comme fer. Cette société basée à Madrid recherche un partenaire industriel pour l'aider à intensifier son projet. L'équipe a en tête de créer une turbine de 140 mètres et d'une capacité de 1 MW. De plus, Vortex a comme optique de faire bénéficier les ONG, les universités, les laboratoires indépendants et des parcs naturels internationaux de son invention. Si on admire l'idée révolutionnaire de cette start-up de 6 personnes, Vortex n'est pas la seule entreprise à avoir réinventé l'éolienne. En effet, Alpha 311 a commencé à l'expérimenter dans un abri de jardin dans le Kent. La start-up a fabriqué un prototype d'éolienne verticale qui, selon eux, peut produire de l'électricité sans vent. Ils utilisent ainsi une turbine de 2 mètres faite entièrement de plastique recyclé. Ces turbines sont ensuite fixées à des lampadaires. Et la magie opère lorsque les voitures qui passent déplacent l'air. C'est comme cela qu'ils produisent leur électricité.
Vous imaginez maintenant si ces turbines sont placées stratégiquement le long de l'autoroute? C'est exactement ce qu'a proposé la société anglaise. Ils préconisent qu'en faisant cela, ces turbines peuvent produire autant d'énergie que 20 panneaux solaires. Bon, c'est bien tout ça, mais est-ce que cette invention va vraiment signer l'arrêt de mort de l'éolienne à pales? Il faut croire que oui. Beaucoup plus de personnes investissent dans la recherche axée sur la turbine. Le coût de fabrication de la turbine y joue un grand rôle. Puisque l'éolienne sans pales peut se fabriquer à partir de matériaux recyclés, elle reste plus économique, plus écologique et plus accessible que l'éolienne classique. Par contre, rassurez-vous les passionnés de grandes pales blanches, c'est une transition qui ne se fera pas du jour au lendemain. Nous allons vous parler d'énergie renouvelable et de batterie. Pour en savoir plus, restez jusqu'à la fin de notre vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à le faire pour ne rien rater. Comme vous le savez déjà, nous sommes tous responsables de la société qui nous entoure. À titre d'exemple, nous avons tous un rôle à jouer pour réduire les effets du réchauffement climatique, que ce soit les sociétés industrielles ou en simples citoyens. Nous pouvons tous contribuer à la diminution des gaz à effet de serre. Comme la dégradation de notre environnement dépend de nos actions, que pouvons-nous faire exactement? C'est bien dans ce sens que les chercheurs ont façonné une nouvelle, voire une meilleure façon de stocker de l'énergie. Et pour cela, ils ont expérimenté un matériau de longue date qui n'est autre que le fer. Est-ce réellement possible ou est-ce une autre expérience farfelue? Nous allons le découvrir ensemble. C'est parti! Pour les besoins de cette vidéo, on va se concentrer sur l'énergie produite par les batteries. Et nous sommes plutôt habitués aux batteries classiques. Elles sont conçues à partir de plomb ou de lithium. Mais comment fonctionnent-elles? C'est assez simple. Une batterie renferme deux électrodes. L'une est positive et l'autre négative. Ces deux composants devraient être situés à l'abri dans un conteneur. Ce dernier est habituellement fait en polypropylène, un matériau très résistant qui reste neutre au contact des fluides du véhicule. On parle plus particulièrement d'antigel, de pétrole ou de diesel. Vous avez peut-être déjà entendu parler du mot électrolyte. Si ce n'est pas le cas, il s'agit également d'un élément de la batterie. Lorsque son volume est grand, la batterie en question aura besoin de peu de maintenance, ce qui assure une meilleure durée de vie pour elle. Vous l'aurez compris, quand vous chargez votre batterie, il y a de l'électricité qui va s'hydrolyser. Deux autres éléments vont se libérer. Ils seront l'oxygène et l'hydrogène. Avez-vous déjà remarqué une sorte de gaz provenant d'une batterie? Eh bien, ce sont les deux gaz que nous venons de citer. Pour charger efficacement une batterie, vous devez recourir à une autre source d'énergie, par exemple un alternateur, un chargeur ou une dynamo, ou tout simplement de l'électricité externe. Avant de trouver une alternative aux batteries de plomb et celles qui carburent au lithium, essayons de savoir comment elles fonctionnent. Ces batteries contiennent plusieurs accumulateurs. Ces derniers sont disposés en série. Pour plus de protection, certains fabricants rajoutent un bac avec du propylène. Mais comme toutes les batteries, le couple d'électrodes est bien présent à l'intérieur d'un couvercle scellé. Pour les batteries de plomb, les électrodes positives sont surnommées des grilles. Elles renferment différentes alvéoles qui sont remplies d'un matériau extrêmement actif. C'est le peroxyde de plomb. Quant aux électrodes négatives, elles devront disposer de plomb métallique. Ces deux électrodes ne doivent jamais se rencontrer. C'est pourquoi elles sont séparées l'une de l'autre par un séparateur. Ceci permet de se protéger d'éventuels courts-circuits. Pour citer un avantage du séparateur de la batterie de plomb, nous pouvons dire qu'elle est très isolante. Par ailleurs, ce type de batterie a une grande porosité. Autrement dit, elle est fortement perméable aux anions. Mais pas que, elle tient parfaitement en cas de contact avec de l'acide sulfurique. Cependant, la recharge d'une batterie de plomb influe sur sa durée de vie. Pour les technologies au lithium, elles sont très utilisées suite à leur charge rapide. En une demi-heure, vous pouvez être sûr d'avoir rechargé la moitié de votre batterie. Elles sont plus adaptées aux voitures et modulables. Dans les deux cas, il est important de ne pas oublier l'origine de ces matériaux. Ces batteries peuvent fonctionner grâce à des matériaux rares qui peuvent être du cobalt ou du nickel. Aussi, le coût est plus élevé. Qu'en est-il de ces batteries innovantes au fer ? Une start-up a trouvé le moyen d'exploiter le fer. Elle a été soutenue par de grands noms, incluant Jeff Bezos et Bill Gates. Cette start-up secrète s'appelle Form Energy. Elle est en train de développer et étendre la production d'une batterie rechargeable. Selon la société, la batterie pourra stocker de l'électricité pendant 100 heures.
Malgré le fait que Form Energy n'ait pas encore démontré sa technologie, elle a aligné plus de 360 millions de dollars de financement. Les partenaires et les experts extérieurs se disent optimistes quant à son potentiel. Leur but était de créer un dispositif unique qui allait permettre de stocker de l'électricité pendant plus de 100 heures. Pour ce faire, ils ont employé un produit ininflammable et non toxique dans les billes de fer. Est-ce que cette invention en vaut le coup ? La réponse est oui. Les matériaux employés sont moins chers si on les compare aux batteries au lithium. Faites un simple calcul et imaginez à combien revient le prix du sel de fer et de l'eau nécessaire. De plus, ces batteries impactent positivement sur l'environnement. Moins d'émissions de carbone, pourquoi s'en priver ? Ces batteries sont utilisées dans des installations énergétiques renouvelables. On y retrouve donc l'éolienne et le stockage d'énergie solaire. Mais les particuliers ne sont pas encore les cibles de cette innovation. En effet, elles ont une grande dimension et sont particulièrement lourdes, ce qui n'est pas très pratique à installer chez soi. Mais avec l'utilisation de ces matériaux peu coûteux, la société préconise que les batteries coûtent moins de 20 $ par kWh. Selon les experts, cela représente 1/10 du coût des batteries lithium-ion. Comment fonctionne cette batterie extraordinaire ? Form Energy utilise 3 matériaux bon marché et disponibles. On retrouve le fer, l'air et l'eau. Avec un processus que l'entreprise appelle rouille réversible, la batterie se charge et se décharge en convertissant le fer en rouille. Voyons cela plus en détail. Le fer servira avant tout d'anode. Quant à l'électrolyte, il est à base d'eau. Bien évidemment, c'est une solution diluée. En gardant en tête que les batteries fonctionnent en 2 rythmes, charge et décharge, voici comment ça marche. Durant la décharge, l'oxygène dans l'air ambiant sera un recours pour l'oxydation du fer. Il y aura une formation de rouille. Dans le cas contraire, c'est-à-dire au cours de la recharge, la rouille se transformera en fer. De l'oxygène sera également libéré. Le stockage d'énergie constitue une remise en question permanente. Les chercheurs sont toujours en quête d'un changement positif. Pour une solution durable et rentable, ils sont bien obligés de prendre en compte les changements climatiques. Ces experts de la fabrication de batteries sont restés ouverts à diverses techniques d'adaptation, ceci dans le but de rendre accessible ce type de batterie pour différents usages. Entre autres, les batteries de fer ne devraient pas se limiter aux énergies renouvelables. Vous imaginez une batterie qui dure 15 ans ? Elle serait très utile dans les institutions sanitaires. Ce sera un réel exploit. Si on considère la technologie des batteries au prix de 20 $ le kWh, cela éliminerait le besoin de gaz naturel ou de tout autre type de combustible. Aussi, cela diminuerait l'impact qu'aura l'énergie nucléaire dans notre avenir énergétique. Plus important encore, elle mettrait fin au charbon, au mazout et au gaz naturel comme combustible pour la production d'électricité. Par contre, pour que les émissions de carbone atteignent le zéro net, il y a encore un bout de chemin à faire, plus particulièrement à attendre d'ici le milieu du siècle. Ce qui signifie que la planète pourra possiblement absorber autant de gaz à effet de serre s'il en reste encore. Pour ce faire, la capacité solaire et éolienne devrait quadrupler. De plus, les investissements dans les énergies renouvelables devraient tripler d'ici 2030. Même si nous avons aimé en savoir davantage sur cette expérience, nous n'avons malheureusement pas les détails sur les résultats de cette expérience. La start-up américaine Form Energy a gardé le secret sur cette partie. En tout cas, la batterie fer-air est un objectif à moitié atteint. Nous sommes aussi impatients que vous de voir jusqu'où elle va aboutir. Nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous allons aujourd'hui vous présenter un sujet sur l'avenir de l'énergie. Une innovation technologique qui va peut-être signer l'arrêt de mort d'un autre géant de l'énergie, Tesla. C'est cette fameuse technologie de l'hydrogène. Mais est-ce réellement possible ? Comment cela pourrait-il arriver ? Avant d'y répondre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être au courant de nos mises à jour. C'est parti ! Les véhicules électriques sont la solution aux problèmes énergétiques actuels. Les réserves mondiales de pétrole vont bientôt s'épuiser. L'entreprise Tesla est l'un des plus grands producteurs de ce type de voiture au monde. Elon Musk, son PDG, a placé une grande partie de sa fortune dans le financement de ce projet vert. Mais étrangement, Tesla a négligé une technologie plus prometteuse. Il s'agit de l'hydrogène. Qu'est-ce que l'hydrogène et comment ça marche exactement ? Commençons par identifier où on trouve ce gaz si précieux. L'hydrogène est le composant majeur du Soleil. C'est aussi le cas pour la plupart des étoiles dont l'énergie provient de la fusion de la chaleur de l'hydrogène nucléaire. C'est aussi le composant majeur des planètes géantes. On le retrouve ainsi dans les noyaux de Jupiter et de Saturne, mais aussi sous forme de dihydrogène solide, liquide ou gazeux dans leur couche externe. Sur Terre, on trouve l'hydrogène principalement sous forme de liquide, solide ou gazeuse.
Mais on le trouve aussi dans la fumée de certains volcans comme le H2 et le méthane. L'hydrogène est mis en avant grâce à Cavendish en 1766. Il le baptise alors air inflammable. En effet, l'hydrogène brûle ou explose en présence d'oxygène. C'est comme cela qu'il arrive à former de la vapeur d'eau. Le dihydrogène est toujours appelé hydrogène en termes généraux. L'hydrogène est également rare dans l'atmosphère terrestre. Sur Terre, la source d'hydrogène la plus courante est l'eau. Sa molécule est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. Surtout, l'hydrogène est le composant principal de toute matière vivante, avec le carbone dans tous les composés organiques. Mais avant d'aller plus loin, faisons une comparaison entre les deux technologies. Cela pourrait vous donner une idée de la raison pour laquelle Musk veut suivre la voie de l'hydrogène. Un véhicule à hydrogène fonctionne à peu près comme une voiture électrique. Tous deux n'utilisent pas de moteur à combustion. L'une utilise une pile à combustible à hydrogène et l'autre fonctionne avec une batterie électrique lithium-ion. C'est cela qui fait la différence entre ces deux véhicules. Pour la voiture électrique, l'énergie utilisée se trouve déjà dans la batterie. Le seul problème est qu'on a besoin constamment de la recharger. Comme nous le savons tous, cela prend beaucoup de temps. Par contre, la voiture à hydrogène fonctionne avec une pile à combustible. Une réaction électrochimique se produit entre l'hydrogène et l'oxygène. Les deux sont stockés dans la pile. Cette réaction génère de l'électricité qui sera utilisée par le moteur, ce qui conduit à la propulsion de la voiture. Un véhicule à hydrogène dispose de plus d'autonomie. Il est facile à recharger. Il ne suffit que de quelques minutes pour remplir son réservoir. Si ce véhicule est meilleur, pourquoi Tesla ne veut pas se lancer dans cette voie ? Eh bien, le véhicule à hydrogène présente bien quelques failles. Beaucoup de gens pensent que la production d'hydrogène est difficile. En plus, son stockage à l'intérieur d'une voiture n'est pas très commode. Mais le plus grand souci se trouve dans la sécurité des passagers. L'hydrogène est stocké sous forme de gaz. Avec l'oxygène, cela représente un risque d'explosion assez élevé. À première vue, les détracteurs du véhicule à hydrogène ont presque raison. De plus, à des concentrations élevées, l'hydrogène entraîne des problèmes pulmonaires antérieurs et une hypoxie. Les symptômes les plus courants sont notamment des maux de tête, étourdissement, somnolence et perte de conscience. Certaines personnes peuvent expérimenter des nausées, vomissements et dépression. Seulement, les technologies évoluent à grands pas. Mais irons-nous dire pour autant que cela va détruire Tesla ? De nombreux physiciens ont travaillé pour trouver une solution au stockage de l'hydrogène. Ils ont réussi à transformer ce gaz en un corps solide. Vous pensez sûrement qu'il s'agit d'un simple changement d'état de la matière ? Mais cela ouvre la porte à de multiples domaines. Avant de continuer, découvrons un peu plus cette innovation qui pourrait bouleverser l'univers des voitures électriques. Notons que l'hydrogène est l'élément le plus simple qui se trouve dans l'univers. Arriver à le transformer en un élément solide est un grand exploit. Pour cela, le gaz a été soumis à une forte pression. Cela provoque un détachement des électrons avec des protons. Un tel changement est important. Le courant électrique peut circuler plus facilement. En un mot, l'hydrogène se transforme en un métal, donc un solide. Les recherches sont encore en phase de test, mais les perspectives d'application sont nombreuses. La construction de véhicules à hydrogène reste l'objectif primaire de cette innovation. Grâce à cela, le problème du stockage à l'hydrogène n'est presque plus un souci. La sécurité des passagers est également assurée. Les risques d'explosion sont beaucoup moins importants. Mais ce n'est pas tout. L'hydrogène solide présente une densité énergétique très élevée. Cela signifie qu'une petite pile à combustible peut contenir une énorme quantité d'énergie. Ainsi, le problème d'autonomie est également résolu. Auparavant, seules les petites voitures pouvaient utiliser ce carburant. Avec cette autonomie, les grands, voire très grands véhicules sont maintenant concernés. En effet, l'aviation s'intéresse de plus en plus à l'utilisation de l'hydrogène solide. Mais tout cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra encore attendre quelques années. Il est possible de voir cette technologie envahir tout le marché de l'automobile. En attendant, une autre préoccupation inquiète les constructeurs. Il s'agit de la production d'hydrogène à grande échelle et de façon écologique. Il ne faut pas oublier que l'objectif principal est de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Pour mieux le comprendre, voyons son fonctionnement en tant que carburant. L'hydrogène, ou plus précisément le dihydrogène, est obtenu par électrolyse de l'eau. Cela se fait en passant de l'électricité dans l'eau pour obtenir du dihydrogène et du dioxygène. Pour être écologique, il faut se tourner vers une source d'électricité verte. Les choix sont nombreux. Il est possible d'opter pour l'énergie solaire, l'éolienne ou le nucléaire. Mais le plus important se trouve au niveau du moteur du véhicule. Sans combustion, ce dernier ne produit que de l'eau. Un grand pas vers une conduite éco-responsable. Mais malgré ces avancées technologiques, peu de constructeurs sont impliqués dans cette voie. Mais pourquoi une telle réticence sur ce carburant miracle ? La cause est sans doute le coût élevé de sa production.
Certes, l'hydrogène est en abondance sur la planète. L'électrolyse reste le seul moyen pour une grande production. Cela nécessite beaucoup d'énergie. Certains pensent que ce carburant coûte plus cher que l'essence. L'idée de faire des économies est donc à écarter pour le moment. Mais les chercheurs ne se laissent pas décourager. Il existe d'autres moyens plus efficaces pour produire ce gaz en très grande quantité. Malgré ces failles, l'hydrogène reste une bonne alternative à l'énergie fossile. En effet, il peut produire beaucoup plus d'énergie. Cela lui offre un avantage conséquent par rapport aux véhicules électriques. Ces derniers sont limités par la capacité de la batterie à stocker de l'énergie. Jusque-là, Elon Musk et Tesla n'ont pas tort de rester sur la voiture électrique à batterie lithium-ion. Mais cela ne les empêchera pas de suivre avec attention l'évolution de ce carburant. Dans ce cas, jusqu'à quand vont-ils ignorer cette grande avancée technologique ? Peut-être que ce n'est plus le moment aux observations, mais à l'action. Cela se voit déjà avec l'intérêt croissant de l'aviation. Elle veut faire de l'hydrogène solide l'alternative au kérosène. D'ailleurs, la société ferroviaire d'Alstom fabriquera et vendra des trains de voyageurs utilisant l'énergie de la pile à hydrogène. Le train Coradia Elint est devenu à ce jour un projet unique au monde avec le soutien du ministère allemand du Transport et de l'Infrastructure numérique. En mars 2017, un prototype du train Alstom a été testé à 80 km/h. Ce train permet ainsi d'éviter les émissions de CO2. L'unité thermique a été remplacée par une pile à combustible à hydrogène. Elle alimente le moteur de traction électrique via un accumulateur tampon lithium-ion. Ce dernier se trouve sous la carrosserie et un réservoir d'hydrogène sous pression est monté sur le toit. L'accumulateur peut être utilisé pour réduire la demande de puissance du moteur et le recharger pendant la phase de freinage. De ce fait, l'hydrogène remplit-il toutes les conditions pour être considéré comme le carburant du futur ? L'avenir nous le confirmera. L'Ice-One Turbine révolutionnera le secteur des énergies renouvelables. Mais avant de voir comment elle va changer le monde, faisons un petit brin d'histoire. Le réchauffement climatique est bel et bien là. Pour essayer de ralentir ce processus, l'humanité mise de plus en plus sur les énergies renouvelables. Ainsi, plusieurs pays du monde s'appliquent pour minimiser la pollution et maximiser les énergies vertes. Plusieurs innovations ont été créées, telles que les éoliennes et les panneaux solaires, entre autres, pour aider dans cette course contre la montre. Pour les éoliennes, cela n'a pas suscité autant d'engouement. Considérant l'espace considérable qu'elles occupent, ainsi que le bruit qu'elles émettent, cela n'attire pas grand monde. On connaît les éoliennes traditionnelles. Effectivement, elles fournissent une énergie verte. Elles ne rejettent aucun déchet. Malgré le fait qu'elle soit bénéfique pour l'environnement, elle comporte également des désavantages. L'Ice-One Turbine CW100, qui est à utilisation résidentielle, promet quelque chose de révolutionnaire. Intéressons-nous d'abord à sa conception. Elle ne ressemble pas à la traditionnelle éolienne. Elle est même tout son opposé. Cet équipement a deux jeux de lames. Ces lames ont une forme plutôt bombée vers l'intérieur. Et à l'extérieur, elles sont en verticale. Elle est robuste et fait environ 65 kg. Pas de risque donc que la structure tombe sous la pression du vent. C'est assez typique en effet de retrouver ce problème chez les éoliennes classiques. La turbine n'est pas aussi haute que les autres éoliennes. Elle ne fait en effet que 1,50 m. On imagine donc que c'est parfait pour un usage domestique. Elle tiendra facilement sur le toit de votre maison ou dans votre jardin. Par contre, on devine un peu votre prochaine question. Vous vous demandez si le bruit ne va pas déranger vos voisins, n'est-ce pas ? Figurez-vous que non. Cet outil n'émet presque pas de bruit. En effet, son niveau sonore atteint moins de 30 décibels. Effectivement, cette turbine semble avoir tout pour plaire. Mais qu'allez-vous penser de ses performances ? Essayons d'abord de savoir à quoi peut bien servir cette paire de lames. Les petites lames intérieures captent des brises jusqu'à 4,5 miles par heure. Tandis que celles en extérieur arrivent à supporter des vents qui peuvent atteindre les 130 miles par heure. En fonctionnant en paire, elles font face à des vents de forte vélocité. Cet ensemble résistera même aux ouragans de niveau 4. La structure en elle-même assure la protection dont une éolienne classique aurait besoin en cas de mauvais temps. Mais ce n'est pas tout. Le fabricant de cette turbine n'a négligé aucun aspect de sa conception. Contrairement à une éolienne classique, les lames ont été mises en verticale. Cela a été fait pour permettre une entrée de vent omnidirectionnelle. La structure n'aurait donc pas besoin de faire face au vent pour concevoir de l'énergie. Peu importe la direction du vent, avec la garantie qu'il souffle bien sûr, elle produira environ 600 watts d'électricité à partir de 4,5 miles par heure. Pour une meilleure stabilité, le générateur est situé à la base de cet équipement. L'éolienne traditionnelle est haute et émet un bruit proche des 55 décibels. Par contre, au niveau du rotor, elle diffuse un son avoisinant les 100 décibels.
Grâce à son émission de seulement 30 décibels, le bruit produit par la turbine est l'équivalent d'un chuchotement. Et une raison additionnelle pour choisir d'utiliser la turbine reste sa structure. Elle ne représente en effet aucun danger pour les oiseaux. Elle offre également plusieurs possibilités pour les résidences ainsi que les entreprises. IceOne Turbine existe actuellement en 3 modèles. La CW100 que nous venons de passer en revue. Ensuite, nous avons la RW500 et la RW100. La CW100 a été conçue pour un usage résidentiel. Les 2 autres modèles ont été créés dans le but d'apporter une solution aux entreprises. Plus de mauvaises surprises concernant les factures. Fini les pannes d'électricité. Voyons maintenant les spécificités de la RW500 qui est la plus puissante des 3. Cette turbine est une solution économique et écologique. Elle produira de l'énergie aussi longtemps que le vent soufflera. De plus, les frais d'entretien seront drastiquement réduits. En termes d'électricité, elle peut générer jusqu'à 3000 watts. Elle a une puissance nominale de 500 watts. Cette turbine a une structure faisant 2,20 m pour 85 kg. Face aux rafales, elle est capable de résister à des vents allant jusqu'à 135 miles par heure, ce qui équivaut à des tornades, des tempêtes de neige ou de sable. En ce qui concerne le côté sonore, même si elle est la plus puissante, elle ne diffuse pas plus que les 2 autres modèles. On reste donc toujours sur du 30 décibels. Elle commencera à générer de l'énergie à seulement 4,5 miles par heure. Côté structure, elle est un peu différente de la CW100. La RW500 est vissée le long d'une tour. Le but est qu'elle soit installée au sommet d'un toit. De ce fait, la turbine est plus exposée à la vélocité du vent. De plus, la turbine occupe moins de place. En ce qui concerne sa longévité, cette turbine a été conçue pour durer. Même si ce sont des micro-éoliennes, cet équipement propose une nouvelle façon de produire de l'énergie encore plus puissante. La turbine est plus petite et plus compacte. Elle peut donc être une solution à long terme pour les foyers à moyen revenu. Si elles sont utilisées avec des panneaux solaires, c'est une solution écologique et économique qui est proposée. De plus, ces turbines font moins de bruit. Faisant moins de bruit, elles sont idéales pour les milieux urbains. Il est connu que les milieux urbains ont moins d'espace d'installation. Cette turbine est plus efficace, tout simplement. Cet appareil a été testé dans les conditions les plus optimales. Malheureusement, pour ceux qui s'accrochent toujours aux éoliennes classiques, l'IceOne Turbine est déjà disponible sur le marché français. Même si on ne peut pas dire qu'elle prendra d'assaut le monde dès demain, elle fera définitivement la différence, que ce soit pour les pays en voie de développement ou les villes à densité élevée. La turbine peut apporter une réelle différence. Par contre, on est sûr que les éoliennes classiques feront toujours leur bout de chemin avant que la turbine puisse un jour prendre le dessus. Donc, que vous soyez une entreprise ou que vous souhaitez le prendre pour votre résidence, elle révolutionnera votre quotidien. Les gens pourront, grâce à elle, jouir d'une indépendance énergétique et durable. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo qui donne de l'espoir à tous les utilisateurs de voitures électriques. Vous l'aurez peut-être deviné, on va parler de batterie. C'est d'ailleurs un vrai casse-tête pour les constructeurs mais aussi pour les conducteurs. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler une innovation qui pourrait permettre de résoudre de nombreux problèmes. On compte entre autres l'autonomie et le coût de la voiture. Il s'agit d'une course mondiale aux conséquences économiques énormes pour les constructeurs automobiles. Mais on compte désormais les petites startups de batterie et les acheteurs de voitures dans cette course. Tous choisiront parmi une gamme vertigineuse de voitures électriques. Mais la différence, c'est qu'elles utilisent différents types de batteries à mesure que l'air des moteurs à combustion recule. La composition chimique des batteries est normalement un sujet technique qui était du ressort des ingénieurs. Mais depuis un moment, c'est devenu l'un des sujets de discussion des plus brûlants. Plus particulièrement dans les conseils d'administration de General Motors, Toyota, Ford Motor et Volkswagen entre autres. Et avec le soutien financier et technologique de certaines firmes, mais aussi de certains gouvernements, ces entreprises géantes embrassent l'arrivée des startups qui travaillent à refaire de nouvelles batteries. Et ce pour ne pas être laissés pour compte par la révolution industrielle déclenchée par la voiture électrique. Et les constructeurs veulent mettre en place une nouvelle gamme de batteries, une qui utilise de l'électrolyte solide ou semi-solide. Mais comment est-ce possible et comment y arriver? On voit ça ensemble. Les voitures électriques sont considérées comme étant la solution à l'émission de gaz à effet de serre.
Elle n'utilise pas de moteur à combustion et fonctionne entièrement avec des batteries électriques. À ce sujet, il en existe deux notamment. La première, la batterie accessoire, qui sert au bon fonctionnement des équipements. Et la deuxième, la batterie de traction qui permet à la voiture de se déplacer. De ce point de vue, ces véhicules répondent parfaitement à la politique de la transition écologique actuelle. Mais si c'est vraiment le cas, pourquoi est-ce qu'il y a autant de bruit autour de cette innovation ? En fait, la voiture électrique coûte encore trop cher aujourd'hui. Rien qu'en jetant un rapide coup d'œil chez Tesla, on en a une idée. Elle n'est accessible qu'à quelques personnes seulement. La batterie est toujours pointée du doigt par les constructeurs. Selon eux, c'est la cause principale de ce prix à l'achat trop élevé. Mais ce n'est pas tout. L'autonomie constitue également un obstacle pour les personnes qui veulent acheter ce type de véhicule. C'est un sujet qui est souvent source de plusieurs questions. Comment ferais-je si je n'arrive pas à la prochaine borne de recharge ? Combien de temps devrais-je attendre pour recharger complètement ma voiture ? Toutes ces questions ont poussé les fabricants à trouver des innovations pour améliorer l'efficacité de la voiture électrique. Mais avant de plonger dans celle-ci, découvrons ensemble comment fonctionne la batterie sur ce type de véhicule. Cela nous permettra également de mieux comprendre les problèmes qui y sont associés et les changements qu'il faut y apporter. Les voitures électriques ont généralement besoin d'une batterie lithium-ion pour fonctionner. C'est déjà une grande avancée technologique en matière de stockage d'énergie. Comparée à la batterie au plomb, elle a une durée de vie plus élevée et une capacité de stockage d'énergie de 100%. Son efficacité a été testée sur de nombreux produits. On les retrouve sur nos appareils électroniques comme les tablettes et les smartphones. Mais pourquoi les constructeurs la considèrent comme l'élément principal qui augmente le prix d'une voiture électrique ? En fait, la réponse se trouve dans sa fabrication. La batterie lithium-ion est fabriquée à partir de matériaux très rares. Ces derniers coûtent très cher sur le marché. Même les voitures électriques aux marques moins connues connaissent le même problème. Le lithium est en effet un métal rare. Il est difficile d'accès et n'est disponible qu'à un certain prix. Pourtant, ce métal joue un très grand rôle dans la propriété même de la batterie. C'est lui qui permet la décharge et la recharge de la voiture. Cela est rendu possible grâce au déplacement des ions lithium Li+ entre la cathode et l'anode. Pour vous aider à mieux comprendre, voici un petit exemple. Lorsque vous chargez votre batterie, des ions Li+ vont quitter la cathode pour rejoindre l'anode. Ce dernier est l'électrode négative qui va les stocker. Et lorsque vous utilisez votre batterie, ces ions vont faire le mouvement inverse pour rejoindre la cathode. Le déplacement de ces ions se produit dans l'électrolyte liquide. En théorie, pour accélérer le temps de recharge d'une batterie lithium-ion, il suffit de le charger sous tension élevée. Mais deux problèmes se soulèvent. Le premier, les tensions dans les bornes de recharge et à domicile sont limitées. C'est pourquoi d'ailleurs il faut un temps de charge élevé pour recharger une voiture électrique dans ces bornes. Le second, ce sont les propriétés de l'électrolyte utilisé. En fait, lorsque ce dernier est soumis à de très fortes chaleurs dépassant les 100 degrés, la batterie a tendance à s'embraser. Elle dégage également des produits toxiques. Ces cas sont déjà constatés dans les tablettes et les smartphones qui fonctionnent avec une batterie du même type. Pour résoudre tous ces problèmes, les constructeurs ont alors pensé à une nouvelle génération de batteries. Comme nous venons de l'évoquer, ce sont ces fameuses batteries lithium-ion à électrolyte semi-solide ou solide. C'est une grande révolution dans le domaine des véhicules électriques. L'objectif de celle-ci est d'éliminer tous les risques liés à l'utilisation de l'électrolyte liquide. En fait, avec de l'électrolyte solide, les batteries seront moins sensibles à la chaleur. Les risques d'embrasement et d'émission de produits toxiques sont ainsi quasi inexistants. Cela offre de nouvelles perspectives pour les voitures électriques. La première concerne leur temps de charge qui peut être réduit à quelques minutes seulement. En effet, en supportant une forte chaleur, ces batteries ne risquent pas de s'embraser même avec une puissante charge. Mais la plus grande innovation apportée par l'électrolyte solide se trouve dans sa capacité à emmagasiner de l'énergie. Il est possible d'avoir une grande autonomie même avec des batteries de petite taille. Mais tout cela est encore dans les laboratoires. Il est encore difficile de produire de l'électrolyte solide qui peut être stable. De plus, mettre en place une telle chaîne de fabrication peut coûter très cher. La solution la plus concrète aujourd'hui est l'utilisation d'une batterie lithium-ion semi-solide. Le but est de réduire petit à petit le liquide dans la batterie. En choisissant la forme semi-solide, il est possible de profiter à la fois des avantages proposés par les batteries solides tout en réduisant de moitié les risques d'embrasement rencontrés dans les batteries liquides. Les chercheurs estiment que produire une batterie semi-solide est déjà un grand pas vers une meilleure autonomie, mais surtout vers un temps de recharge plus rapide. Beaucoup de fabricants investissent déjà dans ce grand projet sans perdre de vue l'objectif principal. Celui-ci étant de produire une batterie 100% solide. Certes, il existe déjà quelques batteries solides sur le marché, mais cela reste encore dans le domaine des petits appareils électroniques. Le temps pour les véhicules électriques semble proche.
La société israélienne StoreDot vient de déposer un brevet pour sa technologie de charge extrêmement rapide. StoreDot prétend être capable de charger complètement une cellule de batterie de type 4680 en seulement 10 minutes. C'est d'ailleurs le même type de cellule que Tesla utilise. La manière dont la technologie de StoreDot communique entre la batterie XFC d'un véhicule est particulière. Un système de charge externe signifie que les cellules peuvent être chargées plus rapidement, mais aussi en toute sécurité face à un courant plus élevé et sans surchauffe. Afin de rassurer les consommateurs et les fabricants de voitures électriques, le PDG de StoreDot a fait une récente déclaration. Il affirme donc qu'il est très important qu'il puisse offrir aux fabricants de véhicules électriques le choix d'utiliser la technologie XFC. Il espère ainsi surmonter les obstacles actuels à la possession de véhicules électriques. Il a souligné encore une fois l'autonomie et l'anxiété de charge comme des problèmes à contourner. À nous de voir ce que cela donnera dans les prochaines années à venir. Découvrons maintenant ce qu'est exactement le graphène et comment il révolutionne le domaine de la construction. C'est parti! Le graphène est une substance remarquable. Il a une multitude de propriétés étonnantes, ce qui lui vaut d'ailleurs à plusieurs reprises le titre de matériau merveilleux. À savoir, il est incroyablement solide. Il est environ 200 fois plus résistant que l'acier. C'est de plus un excellent conducteur de chaleur et d'électricité. Mais ce n'est pas tout. Il possède d'intéressantes capacités d'absorption de la lumière. Mais d'où provient donc ce matériau merveilleux? Le graphène provient en réalité du graphite. Plus précisément des cristaux de graphite. Pour rappel, le graphite est ce minéral utilisé entre autres pour produire les mines de crayon. Les scientifiques connaissent depuis longtemps l'existence du graphène. Mais personne ne savait comment extraire ce cristal bidimensionnel qui a l'épaisseur d'un atome du graphite. Pour savoir comment cela s'est fait, on va faire un petit retour en arrière, plus exactement en 2004. Deux chercheurs de l'université de Manchester, le professeur André Geim et le professeur Kostya Novoselov, réussirent à isoler le graphène. Puisque cela n'était pas une mince affaire, cet exploit scientifique leur a permis de remporter le prix Nobel de physique. À partir de cette découverte, c'est la course à la montre pour trouver l'utilité la plus rentable du graphène. Il se trouve que le graphène est un matériau extrêmement diversifié. En le combinant à d'autres éléments, on arrive à produire différents matériaux avec diverses propriétés supérieures. À ce jour, les chercheurs du monde entier continuent d'enquêter. Le graphène est en effet très prometteur. Mais produire des matériaux de haute qualité reste toujours un défi. Des dizaines d'entreprises à travers le monde produisent différents types et qualités de matériaux de graphène. Et ce allant du graphène monocouche de haute qualité, synthétisé à l'aide d'un procédé appelé CVD, au flocon de graphène, produit à partir d'une grande quantité de graphite. Et depuis peu, il joue un rôle clé dans le domaine de la construction, plus particulièrement dans la production d'un béton bien spécifique. La production de ciment pour béton dans la construction est très polluante. C'est l'une des principales causes d'émissions mondiales de dioxyde de carbone. En ajoutant de petites quantités de graphène, cela renforce de façon considérable le béton. Baptisé concrétène, ce béton est renforcé par environ 30% par rapport au béton standard, ce qui signifie qu'il faut beaucoup moins de béton pour effectuer les constructions équivalentes. Du coup, cela réduit l'empreinte carbone et les coûts de construction. Et puisque la structure est désormais renforcée par le graphène, cela réduit également le besoin d'armature en acier. Cela permet d'économiser du temps, mais aussi du matériel. Et si vous vous demandez comment le concrétène est créé, nous allons vous l'expliquer dans un moment. En attendant, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Nous proposons chaque semaine des sujets de découverte de ce genre. De plus, si vous souhaitez voir un sujet précis, laissez-nous un commentaire à la fin de cette vidéo. Retour maintenant au concrétène. Le béton liquide prend sa forme solide en passant par des réactions chimiques. Entre autres, l'hydratation et la gélification. L'eau et le ciment se mélangent pour former une pâte qui sèche et durcit tout simplement. Le graphène agit comme support mécanique et comme surface catalytique durant l'hydratation. Cela résulte à une meilleure adhérence à l'échelle microscopique. Et du coup, le produit final a une meilleure résistance et durabilité. Il est même résistant à la corrosion. Le concrétène peut être utilisé comme du béton standard. Aucun nouvel équipement ou formation n'est nécessaire dans le processus de dosage ou de pose. La seule différence reste au niveau du prix. Le concrétène coûte plus cher que le béton normal. En plus du concrétène, l'industrie de la construction a trouvé encore un autre usage surprenant pour le graphène. Le pont autoroutier de Viadotto Polcevera en Italie s'est effondré le 14 août 2018. Il a été remplacé par le Viadotto Genova San Giorgio. Ce dernier a été achevé 22 mois seulement après la catastrophe. La chaussée du pont a été construite à l'aide de la JPAV,
La JPAV est un super modifiant polymère breveté de haute technologie amélioré au graphène. Elle a été développée par l'italien Iter Chimica avec le soutien de Directa Plus. C'est le résultat d'un programme de recherche de 3 ans avec un brevet déposé en 2017. Il s'agit de la technologie d'asphaltage la plus récente et aussi la plus rentable. Elle améliore les performances des chaussées en asphalte. De plus, elle double leur durée de vie en prévenant les dégradations. Cela résulte en une diminution des opérations d'entretien et les coûts associés. La JPAV aide aussi à réduire les impacts environnementaux. Elle contient un type spécifique de plastique dur qui est considéré comme non réutilisable, ce qui empêche son élimination et favorise sa réutilisation à long terme. De plus, ces chaussées en asphalte sont 100% recyclables. Mais les avancements dans le domaine de la construction avec l'utilisation du graphène ne s'arrêtent pas en si bon chemin. L'entrepreneur des tunnels HS2 à Londres, Skanska Costain Strabag JV, est le pionnier de l'impression 3D. Cette impression 3D n'est peut-être pas très commune. En effet, on parle là d'impression 3D de béton armé en graphène. Cette technologie est appelée Print Infrastructure. Elle promet d'apporter d'importants avantages environnementaux et financiers. Comme vous le devinez, c'est toujours un concept à ce jour. Cette impression est destinée à être faite directement sur les sites de construction. Les premiers essais devraient commencer avec des robots de 5 tonnes. Ils seront commandés par ordinateur. Les structures en béton armé seront imprimées avec un renforcement en treillis interne. Cela réduira largement la quantité de béton nécessaire. Mais cela réduira aussi la quantité de déchets. En plus de l'utilisation de graphène dans le béton, il sera aussi utilisé en renforcement. En effet, le renforcement en acier sera remplacé par des brins microscopiques de graphène. Le but de remplacer les barres d'armature contribue à améliorer la sécurité du site. Cela offre une plus grande flexibilité de construction. Et en plus de tout cela, le temps de construction est considérablement réduit. Et si on supprime l'acier du processus de construction, les coûts des transports sont aussi réduits. Et en toute logique, cela ne nécessitera plus de grues ni de camions de livraison à cet effet. La réduction de l'émission de carbone pourrait être significative. Il est donc clair que le graphène change complètement la donne dans l'industrie de la construction. Ce n'est pas seulement une question de coût, car il faut le dire, les produits en graphène auront un coût plus élevé. Mais puisque certains matériaux ne sont plus requis, l'économie faite est importante. Malgré tous les avantages mentionnés, son empreinte carbone minimale reste son atout de taille. La réduction significative de la pollution que laissent derrière eux les constructeurs de bâtiments standards est non négligeable. On n'ira pas jusqu'à dire que les changements se feront du jour au lendemain. Il faudra encore un moment avant que les gens comprennent son importance et s'adaptent au changement. Mais la révolution est déjà en marche. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'hydrogène. L'hydrogène a de nombreuses utilisations. Saviez-vous qu'on l'utilise lors du soudage, de la fabrication de margarine, de verre ou de circuits imprimés ? Il est plus communément utilisé comme carburant de fusée. Dans les grandes zones industrielles, pour ne citer que Ruhr en Allemagne ou le golfe du Mexique, l'hydrogène transite déjà par des pipelines. Par contre, pour que l'hydrogène joue son rôle dans la transition énergétique, on doit changer la façon de le produire. Mais il faudra aussi quadrupler ses revenus et réduire les émissions de GES. Selon certains experts, ce processus peut être coûteux, risqué et même irréaliste. Mais est-ce vraiment le cas ? Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment l'Allemagne s'est démarquée avec une mystérieuse pâte grise faite à base d'hydrogène. Ne bougez pas, ça commence maintenant. Un véhicule à hydrogène fait peu parler de lui par rapport à une voiture électrique. Et pourtant, ses qualités sont réelles, même si elles sont méconnues. La France, arrivée tardivement dans le domaine, a commencé à déployer des bus à pile à combustible. L'engouement pour les voitures équipées de cette technologie grandit en Californie ainsi qu'au Japon, où l'hydrogène permet également de fournir de l'électricité aux ménages. Mais c'est quoi l'hydrogène exactement ? C'est avant tout un atome, le plus petit qui existe dans l'univers. C'est aussi l'élément chimique le plus répandu dans l'univers. Et maintenant qu'on en parle, c'est aussi devenu une nouvelle forme de carburant. Le premier moteur à hydrogène a été développé par des ingénieurs français dans les années 70. La combustion du dihydrogène, qui est 2 atomes d'hydrogène ensemble, produit de l'énergie. Mais cela produit également de l'eau. Donc, ça ne pollue pas. Et cela ne contribue pas non plus au réchauffement climatique, car il n'y a pas de dégagement du dioxyde de carbone. Par contre, la production d'hydrogène, qui est aujourd'hui presque toujours obtenue à partir de gaz naturels, libère du dioxyde de carbone. Le CO2 est un gaz qui contribue hautement à l'effet de serre. Ce processus est aussi connu sous le nom de hydrogène gris.
En fin de compte, il est plus polluant que l'utilisation directe du diesel. Il existe une autre méthode qu'on appelle l'électrolyse, autrement dit l'introduction de l'électricité dans l'eau. L'oxygène est produit d'un côté et l'hydrogène de l'autre, donc ça ne pollue pas car l'énergie utilisée pour créer l'électricité est d'origine renouvelable ou nucléaire. De ce fait, peu de gaz à effet de serre est produit. De nombreuses entreprises ont commencé à expérimenter l'injection de 10 à 20% d'hydrogène directement dans les pipelines. Le Japon veut utiliser plus d'ammoniac, produit à partir d'hydrogène et d'azote, pour réduire les gaz à effet de serre des centrales thermiques. Reste à savoir comment seront traités les oxydes d'azote produits par ce procédé. Bien que ces gaz n'aient pas d'impact majeur sur le climat, ils sont responsables néanmoins des pluies acides et l'appauvrissement de la couche d'ozone. L'hydrogène a ainsi fait fureur ces dernières années. Depuis l'été dernier, la France a soudainement décidé de dépenser des milliards d'euros pour créer une filière hydrogène décarbonée. Elle a été suivie de près par l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Il faut dire que l'hydrogène est actuellement le seul carburant alternatif significatif aux carburants fossiles. De plus, on peut s'en servir pour de nombreuses activités importantes. Par exemple, le transport de marchandises, la production de chaleur et dans l'industrie lourde. Cependant, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie en soi. C'est un vecteur comme l'électricité. Les molécules les plus abondantes au monde sont rares, ainsi l'hydrogène est produit comme l'électricité. Il est ensuite stocké, distribué et ensuite utilisé. La manière dont l'hydrogène est produit, avec ou sans émission de gaz à effet de serre, est tout aussi importante que la manière dont l'hydrogène est utilisé, transporté et stocké. En fait, bien que la technologie de l'hydrogène réussisse dans les transports, elle présente encore de nombreux défis. La voiture à hydrogène est équipée d'un réservoir de fortification qui est alimenté par une pression de 700 bars. Ce réservoir alimente la pile à combustible qui convertit l'hydrogène en électricité. Celle-ci forme à son tour un moteur électrique qui propulse la voiture. Plus important encore, l'hydrogène aide à extraire plus d'énergie du soleil et du vent. Actuellement, la difficulté à stocker cette énergie intermittente est l'un des principaux obstacles empêchant leur utilisation continue. Les batteries peuvent être utilisées pour cela, mais leur faible consistance et leur usure rapide ne conviennent pas très bien. Une nouvelle et excellente façon d'utiliser l'hydrogène vient d'être développée par une équipe de Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology. Ils ont notamment développé une solution hydrogène appelée PowerPaste. En effet, l'institut scientifique allemand Fraunhofer Gesellschaft a déclaré dans un communiqué de presse avoir mis au point un moyen de stocker l'hydrogène sous une forme chimique facile à transporter et peu coûteuse à reconstituer. Cette alternative devrait être très intéressante pour les petits véhicules comme les scooters à hydrogène ou les motos. Cette pâte d'hydrogène à base de magnésium peut être stockée dans une cartouche pour être utilisée. Par exemple pour alimenter un 2 roues à hydrogène à pile à combustible, un vélo à hydrogène, un scooter ou une trottinette. Pour faire le plein, le conducteur remplace simplement l'ancienne cartouche par une nouvelle et remplit le réservoir avec de l'eau. Cette idée de cartouche d'hydrogène n'est pas nouvelle. Elle a été développée par la société suisse Storage depuis de nombreuses années. Par contre, la méthode de stockage de l'hydrogène dans la cartouche est une nouveauté. Cela semble simple, sûr et très efficace en termes de densité d'énergie. Mais comment cela fonctionne exactement ? Eh bien, la pâte d'hydrogène stocke l'hydrogène sous une forme chimique à température ambiante et à pression atmosphérique, et l'hydrogène est libéré en cas de besoin. Parce que la pâte ne commence à se décomposer qu'à des températures supérieures à 240 degrés Celsius, les conducteurs n'ont plus à s'inquiéter des soucis de surchauffe. Vous pouvez même prendre le risque de laisser votre voiture au soleil. Un autre gros avantage est que la pâte d'hydrogène a une haute densité de stockage d'énergie. C'est beaucoup plus élevé qu'un réservoir à haute pression de 700 bars. Et comparée aux batteries, elle a une densité énergétique 10 fois supérieure. Avec cette densité, la pâte équivaut à elle seule à l'intensité énergétique nette des combustibles fossiles comme l'essence. Cela pourrait également être une option possible pour alimenter des voitures ou des drones. IFAM a établi une usine pilote dans la ville de Braunschweig qui peut produire 4 tonnes de pâte d'hydrogène par an et tester son utilisation en situation réelle. Pouvez-vous imaginer demain recharger votre voiture à l'hydrogène en la mélangeant avec une cartouche que vous pourrez garder chez vous ? C'est ce que devrait permettre cette nouvelle pâte énergétique. Après l'achèvement du projet de recherche, les solutions de stockage d'hydrogène seront nombreuses. Les gros drones pourront prolonger leur autonomie pendant des heures. Rappelons qu'aujourd'hui, nous pouvons les faire voler en profitant d'une autonomie d'au moins 20 minutes. Tout travail ou activité pourrait bénéficier d'un petit appareil énergétique mobile et compact. Même les campeurs pourraient sortir à la campagne avec un grille-pain et une cafetière électrique sans se soucier du moyen d'alimentation.
Cette crème remplacera vraisemblablement les réservoirs cylindriques sous pression utilisés pour fournir de l'hydrogène aux piles à combustible. Selon les chercheurs de Fraunhofer, le processus de ravitaillement est simple. Au lieu de se rendre à la station de ravitaillement en hydrogène, le conducteur de la pile à combustible se chargera de faire le processus lui-même. Il remplit le réservoir avec la bonne quantité d'eau du robinet et ajoute de la pâte. La quantité de pâte dépend de la puissance requise. Le mélange va produire de l'hydrogène gazeux et le convertir en électricité pour le générateur. Le gros avantage est que seulement la moitié de l'hydrogène provient de la pâte de puissance et l'autre moitié provient de l'eau. Et c'est sur cette conclusion que nous arrivons à la fin de notre vidéo. Pensez-vous que cette pâte grise à l'hydrogène révolutionnera le monde dans quelques années ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne. Laissez-nous des commentaires et des suggestions pour nos prochains sujets. Et activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.